Salut à tous, ici Daniel Péta de la chaîne Geopolitica Mondiale, et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la Corée du Nord oubliée. Pourquoi allons-nous parler de la Corée du Nord? Parce qu'elle a pris une position de protagoniste. Elle a toujours attiré l'attention, n'est-ce pas? Depuis longtemps, elle fait toujours quelque chose là-bas, attire l'attention de tout le monde. Mais cette fois, elle adopte une posture qui dérange la Corée du Sud, parce que la Corée du Nord prend maintenant un rôle de premier plan régional que la Corée du Sud n'apprécie pas. Et, soit dit en passant, la Chine non plus n'apprécie pas ce rôle de premier plan de la Corée du Nord, qui va beaucoup influencer l'avenir de la géopolitique régionale là-bas en Asie du Sud-Est. Et par conséquent, comme c'est une région à haut niveau technologique et économique, cela va affecter le monde entier. Donc il faut vraiment y prêter attention. D'ailleurs, il faut le dire, la Corée du Nord a surpris tout le monde, car cela fait très très longtemps que l'on dit que la Corée du Nord ne tiendra pas debout, qu'elle est au bord de l'effondrement et que c'est un pays extrêmement pauvre, extrêmement faible. Militairement, en termes de forces conventionnelles, bien sûr qu'elle possède l'arme nucléaire, mais en ce qui concerne les forces conventionnelles, c'est un pays relativement faible. Bien qu'elle dispose d'une vaste armée très sous-équipée et sous-alimentée, elle parvient à troubler la scène internationale. Comment est-ce possible? Nous allons l'expliquer dans cette vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tous ceux que vous connaissez. On dirait que non, mais en partageant la vidéo, vous assurez un peu de vie à cette chaîne. YouTube ne mettrait cette chaîne en avant pour personne, donc partager aide vraiment, d'accord? Je suis Daniel Péta, voici la chaîne Géopolitique Mondiale. Eh bien, les gars, vous avez sûrement déjà entendu dire que ce petit gros de la Corée du Nord est fou ou cinglé. Eh bien, le problème, c'est que ce n'est pas vraiment le cas, parce que loin d'être fou ou cinglé, il est extrêmement rationnel. Je ne dis pas que le régime nord-coréen est bon, ni que je voudrais y vivre. Bien sûr que non. Mais il n'y a rien d'irrationnel là-dedans, et c'est là que beaucoup de gens se trompent, quand ils prennent les dictateurs et les considèrent comme des êtres irrationnels, voraces, sanguinaires, et je ne sais quoi d'autre, enfin, sanguinaires. Le dirigeant nord-coréen a déjà montré qu'il l'est même, mais il n'y a rien d'irrationnel, bien au contraire. La géopolitique, la vision stratégique et la politique étrangère des Nord-Coréens sont extrêmement calculées et elles se sont révélées très efficaces. Je n'aime pas ça, je ne suis pas d'accord et je ne pense pas que ce soit le meilleur modèle, mais il faut s'arrêter et y prêter attention. Comment un pays dont le PIB est inférieur à celui de l'État d'Espírito Santo? Une population de la taille de la ville de São Paulo est complètement isolée, commercialement et technologiquement du reste du monde. Il parvient à réunir à la même table de négociation les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, la Corée du Sud, pour négocier, et pire encore, négocier selon leurs propres conditions. C'est quelque chose auquel il faut prêter attention. Bien sûr, la personne la plus superficielle va dire que c'est à cause de la bombe atomique, et bon, oui, la bombe atomique a un poids important, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est toujours pas suffisant pour expliquer ce phénomène nord-coréen. Plus que cela, les Nord-Coréens ont développé une capacité de perception stratégique très intéressante. Posséder la bombe atomique ne suffit pas, car le Pakistan l'a aussi, sans avoir cette capacité d'analyse. La politique stratégique opportuniste que les Nord-Coréens ont, donc c'est plus que cela, même si c'est aussi cela. En 2020 et 2021, tu vas te rappeler que nous avons eu le Covid dans le monde, n'est-ce pas? La Corée du Nord s'est encore plus refermée. C'est déjà un pays fermé, mais qui maintenait encore quelques relations avec la Russie, avec la Chine, avec certains pays du Moyen-Orient. Elle s'est complètement refermée dans la paranoïa du virus du Covid d'arriver dans leur pays. Et à ce moment-là, des analystes en géopolitique, des analystes, des professeurs chinois et tout ça, et à ce moment-là, des professeurs et des analystes chinois. Ils ont affirmé que, cette fois, la Corée du Nord ne tiendrait pas, car elle s'est encore plus isolée, alors qu'elle l'était déjà. Et même les Chinois ont dit que maintenant, ce n'était qu'une question de mois avant que leur dirigeant, Kim Jong-un, ne tombe enfin, parce qu'il était impossible de s'isoler totalement. Et devine quoi? Ils ne sont pas tombés. Cela a révélé une résistance supérieure à ce que prévoyaient même les Chinois. Et puis en 2022, avec la guerre mondiale en Ukraine, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, les Nord-Coréens, dans les années suivantes, ont réussi à en tirer avantage.
Mais avant d'arriver à la cerise sur le gâteau, je dois expliquer brièvement, de façon très résumée, ce contexte nord-coréen. Et ici, il faut revenir rapidement à la guerre de Corée. L'Union soviétique a approvisionné et équipé les soldats nord-coréens pour qu'ils combattent les États-Unis et la Corée du Sud. Ils ne sont pas intervenus directement, car à Moscou, on pensait qu'une intervention risquait de déclencher une troisième guerre mondiale. Alors, ils ont réussi à convaincre la Chine d'entrer en Corée du Nord en aidant les Nord-Coréens au tout dernier moment, lorsque les Nord-Coréens allaient finalement être vaincus. Cela a créé une relation triangulaire entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie. Mais cela ne s'est pas arrêté là, parce qu'au fil de la guerre froide, avec le temps, la Chine a commencé à se brouiller avec l'Union soviétique. Et le régime nord-coréen s'est alors retrouvé à la croisée des chemins car il était isolé de l'Occident et a vu ses deux principaux alliés commencer à se disputer, à se quereller entre eux. Et qu'ont fait les Nord-Coréens? Ils ont joué sur les deux tableaux. Ils ont réussi, parfois en se rapprochant de Pékin, parfois de Moscou, à tirer profit de la situation, donnant ainsi un sursis au régime nord-coréen, même dans une situation très difficile. Mais la guerre froide a pris fin. Dans les années 90, avec la fin de la guerre froide, la Russie n'avait plus les moyens de soutenir la position de superpuissance qu'avait l'Union soviétique, et ainsi ils ont aidé la Corée du Nord, et les Nord-Coréens se sont retrouvés sans autre choix que de faire appel à la Chine. Et cela les a rendus extrêmement dépendants de la Chine. Mais ils n'ont pas aimé cela. Au fur et à mesure que les années 90 et 2000 avançaient, la Chine a renforcé de plus en plus ses relations avec ses deux principaux rivaux régionaux, le Japon et la Corée du Sud. En Corée du Sud, de plus en plus de Chinois s'y installaient, tandis que davantage de Sud-Coréens partaient en vivre en Chine. Et cela sans parler des relations énormes et profondes qu'ils entretenaient dans le domaine de la coopération technologique et du commerce. Le principal partenaire commercial de la Corée du Sud était la Chine, et la Corée du Sud était vitale pour les Chinois. La Corée du Nord, en revanche, n'avait rien à offrir. Elle voyait cela se développer et comprenait que si elle ouvrait le marché, ou tentait le moindre changement, le régime de la famille Kim s'effondrerait. Et il y avait une certaine logique à cela. Leur seul atout était que la Chine voyait la Corée du Nord comme une sorte de solution de secours sur le plan militaire. Autrement dit, la Corée du Sud, pendant longtemps, dans les années 90, 2000 et même aujourd'hui, a toujours essayé de trouver un équilibre, parfois plus du côté des États-Unis, parfois moins, mais en adoptant une attitude plus amicale envers la Chine, et elle restait ainsi en équilibre. Pour les Chinois, cet équilibre sud-coréen était intéressant. La Chine ne pouvait pas jouer totalement en faveur de la Corée du Sud, parce qu'il se pourrait que la Corée du Sud, avec une société plus libéralisée, finisse par devenir totalement pro-États-Unis. Alors ils utilisèrent la Corée du Nord comme ce soutien militaire. Mais malgré cela, la famille Rang Kim comprenait qu'elle ne pouvait pas faire confiance à la Chine. Dans ce contexte, ils devaient élaborer une stratégie, sans autre option. Nous parlons toujours des années 90 et du début des années 2000. À la fin des années 90 et 2000 beaucoup, pensaient que la prochaine grande guerre opposerait la Chine aux États-Unis. Jusqu'à ce que le point crucial de tout ce changement soit le 11 septembre. Après le 11 septembre, les États-Unis allaient établir une liste de pays qui, selon eux, soutenaient le terrorisme. Le soi-disant axe du mal. L'axe du mal, à l'origine, était dirigé par 3 pays, l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Plus tard, d'autres pays ont été ajoutés. Mais ces 3 pays étaient la principale cible des États-Unis à l'avenir. Les États-Unis ont alors envahi l'Afghanistan, puis ont envahi l'Irak. Il était clair à ce moment-là, au début des années 2000, qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que les États-Unis n'envahissent l'Iran, et ensuite, peut-être même en même temps, la Corée du Nord. Aujourd'hui, c'est difficile à dire, n'est-ce pas? Nous voyons la situation des États-Unis là-bas en Iran, un peu coincée et tout ça, mais voyez-vous, c'est une perception que nous avons aujourd'hui. Au tout début des années 2000, en 2000, 3 2000, 4 2000, 5, on ne disait pas cela. En fait, on se demandait si les États-Unis auraient la capacité de gagner 2 guerres en même temps. Et tout indiquait que oui, à ce moment-là, apparemment oui, étant donné l'énorme différence de puissance que les États-Unis avaient par rapport à leurs rivaux. Aujourd'hui, on parle d'équilibre entre la Chine et les États-Unis, ou même de la capacité des Iraniens à dissuader les agressions américaines, mais dans les années 2000, ce n'était pas le cas. Dans les années 2000, les États-Unis dominaient, leur avance sur les autres était immense. Envahir l'Iran? Cela semblait n'être qu'une question de temps. En 2007, 2008, avant la crise économique, il semblait inévitable que cela arrive.
Après tout, ils avaient environ 150 000 soldats en Irak et à peu près 50 000 en Afghanistan, et ils avaient aussi des bases tout autour de l'Iran, surtout au nord. Les Iraniens regardèrent la carte et se voyant encerclés. Et en Corée du Nord, le régime isolé, menaçant de plus en plus de développer la bombe atomique et tout le reste, semblait enfin sur le point d'être envahi. Donc voilà, c'était le contexte. Les Nord-Coréens ont compris qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant d'être attaqués. Et ils ne pouvaient pas faire confiance à la Chine, à leurs yeux. Après tout ce qu'ils avaient à offrir à la Chine, c'était leur rôle de soutien militaire. Il est évident que la Chine n'apprécierait pas une chute du régime nord-coréen, car une péninsule unifiée serait une source d'incertitude pour les Chinois. Mais la famille Kim n'était pas certaine que les Chinois seraient prêts à entrer en conflit. Alors, qu'ont-ils fait ? Ils ont développé une bombe atomique. En développant la bombe atomique contre les intérêts de Pékin, beaucoup pensent que la Chine a soutenu l'arme nucléaire nord-coréenne, mais ce n'est pas le cas. C'est important que je le précise parce que beaucoup de gens pensent que Pyongyang, les Nord-Coréens, sont des pions de la Chine. Ce n'est pas le cas. La Corée du Nord n'est le pion de personne. Elle agit de manière autonome, avance par ses propres moyens. C'est un régime que Pékin considère comme rebelle. Alors, cette idée que la Corée du Nord est une marionnette de la Chine, oubliez ça. Ce n'est pas le cas. À de nombreuses reprises, la Corée du Nord a pris des mesures que la Chine n'a pas appréciées, y compris le développement même de l'arme nucléaire. Après tout, la Chine est le pays qui a le plus de voisins nucléaires. L'Inde, le Pakistan, la Russie et la Corée du Nord. Donc, ils ne veulent pas que la Corée du Nord devienne nucléaire. Cela ouvre même la possibilité que la Corée du Sud, à l'avenir, devienne elle aussi une puissance nucléaire. Cela réduit considérablement la capacité de projection stratégique de la Chine. Donc, la Chine parle toujours d'une péninsule coréenne dénucléarisée. Elle ne parle pas seulement d'une Corée du Sud sans armes nucléaires, elle parle de la péninsule coréenne. Rappelez-vous, la Corée du Nord n'est pas une marionnette de la Chine, tout comme l'Iran. Mais concentrons-nous sur la Corée du Nord aujourd'hui. Là-bas, ils ont donc développé leurs armes nucléaires et tout le monde est devenu très inquiet. Il semblait alors que, cette fois, ils allaient enfin faire quelque chose concernant la Corée du Nord. Mais devine, quand les Nord-Coréens ont développé leurs armes nucléaires, les États-Unis étaient pris dans une guerre sans fin au Moyen-Orient. S'ils risquaient une guerre contre la Corée du Nord, la principale défense nord-coréenne ne serait pas seulement la bombe atomique, leurs armes nucléaires, d'autant plus qu'ils n'avaient pas encore la capacité de ce que nous appelons la miniaturisation. La miniaturisation, c'est quand vous développez une bombe atomique, mais qu'il faut encore la faire tenir à l'intérieur d'un missile, qu'elle puisse rentrer dans un missile, et ensuite vous prenez ce missile et vous le lancez sur l'ennemi. Sinon, votre bombe atomique est quasiment inutile, sauf dans un conflit défensif, où les troupes ennemies d'un pays rival sont à l'intérieur de votre territoire, et là vous faites exploser votre arme nucléaire pour détruire ces troupes ennemies, en sacrifiant aussi votre propre population. Beaucoup pensaient là que la Corée du Nord pourrait le faire, mais elle ne disposait pas des moyens de lancer cette bombe sur la Corée du Sud ou le Japon. Alors quelle était la grande défense nord-coréenne ? Une quantité gigantesque, colossale de pièces d'artillerie qu'ils avaient le long de la frontière avec la Corée du Sud. C'était des pièces anciennes des années 50, 60, 70, mais elles tuaient tout autant. En quelques minutes, les Nord-Coréens pouvaient en faire pleuvoir le fer et le feu sur les villes de la Corée du Sud, principalement sur la capitale, Séoul, où se trouve la moitié de la population sud-coréenne, et il y aurait alors des centaines de milliers de morts. Bien sûr, lors de la contre-attaque, les États-Unis, avec les Sud-Coréens et peut-être même le Japon, ce serait difficile, mais peut-être qu'ils finiraient soudés par neutraliser ces batteries anti-aériennes, ces pièces d'artillerie nord-coréennes, mais pendant le temps que cela prendrait, ces pièces le continueraient à bombarder sans arrêt tout le temps. Cela causerait une telle dévastation en Corée du Sud que les Sud-Coréens mettraient probablement des décennies, voire un siècle à se reconstruire. Ils perdraient tout rôle de premier plan ou toute chance de rester une société avancée, étant donné le degré colossal de destruction qu'ils subiraient. Jusqu'en 2024 du moins, toutes les informations sont très claires. La Corée du Nord n'a pas la capacité, jusqu'en 2024 et au moins pour le premier semestre 2025, de miniaturiser ses armes nucléaires. À partir du second semestre 2025, c'est une autre histoire. Nous n'avons pas d'informations, peut-être que j'irai voir ça un jour, mais pour l'instant nous nous basons sur les données jusqu'au premier semestre 2025, où ils n'avaient pas cette capacité de miniaturisation.
Eh bien maintenant, avec la possession d'armes nucléaires, il était clair que envahir la Corée du Nord, si c'était déjà un travail extrêmement difficile auparavant, c'est maintenant tout simplement impossible et beaucoup trop risqué. En plus de cela, bien sûr, le rôle de la Chine restait incertain quant à savoir si elle allait soutenir les Nord-Coréens ou non. Tout indiquait plutôt oui que non. Mais c'était une question légitime à se poser. Et ce que les Nord-Coréens ont fait tout au long des années 2010, c'est de se maintenir en équilibre là-dessus, utilisant toujours la carte nucléaire pour faire chanter l'Occident. La Chine était de plus en plus gênée et répondait moins aux volontés de la Corée du Nord, se contentant de maintenir ses relations. Mais les Nord-Coréens, principalement grâce à leur doctrine juche qui vise à dépendre le moins possible du commerce extérieur, parvenaient à survivre là-bas. Et ils utilisèrent fréquemment ce chantage nucléaire pour obtenir de l'argent soit du Japon, soit de la Corée du Sud, ou même une aide alimentaire. Jusqu'à l'arrivée du Covid, et comme je l'ai dit, les Nord-Coréens ont réussi à s'isoler encore plus et à survivre, et finalement, en 2022, la guerre en Ukraine avec la Russie. La guerre d'Ukraine. Ici, dans la guerre d'Ukraine, c'est un point très important dont les Nord-Coréens savent très bien tirer un grand avantage. Vous devez tous vous souvenir des Nord-Coréens qui sont allés au Kirghizistan pour se battre afin de libérer cette région. Quand les Ukrainiens ont pris les Russes comme ça par surprise, beaucoup de gens pensaient que les Nord-Coréens allaient en être des soldats terribles et tout ça et tout ça. Et il s'est avéré que non, ils n'avaient pas la capacité technique ni l'entraînement pour faire face à la guerre moderne. Si même les Russes et les Ukrainiens ne l'avaient pas, que dire des Nord-Coréens qui étaient tellement isolés ? Donc l'opération au Kirghizistan était l'occasion en or pour les Nord-Coréens d'acquérir de l'expérience. Mais plus que ça, il ne s'agissait pas seulement d'acquérir de l'expérience. Les Nord-Coréens ont alors commencé à produire des munitions d'artillerie pour les Russes, et cela a été fondamental et a fait une grande différence pour les Nord-Coréens. À mesure que les drones et missiles ukrainiens frappent de plus en plus loin en Russie, les Russes, en plus de devoir déplacer leur base industrielle de plus en plus à l'est, ont réalisé qu'en Corée du Nord, ils pouvaient transférer une partie de leur capacité militaro-industrielle. Aussi, où cela serait alors hors de portée des armes ukrainiennes. Et cela a donné un coup de fouet considérable à l'économie nord-coréenne. Et plus que cela, les Russes ont commencé à commercer avec les Nord-Coréens, non pas en utilisant de la monnaie, mais en utilisant de la nourriture et du carburant, aussi bien du pétrole que du gaz. Ce qui a donné un grand élan à l'économie nord-coréenne, qui a alors compris qu'elle ne dépendait plus autant de la Chine. Les relations économiques avec la Russie ont entraîné, pour la première fois depuis des décennies, une baisse du commerce avec la Chine. Les Nord-Coréens ont recommencé à équilibrer leurs relations entre Moscou et Pékin, comme c'était le cas pendant la guerre froide. Mais ce n'est pas tout, car maintenant même, les États-Unis de Donald Trump commencent à discuter directement avec la famille d'avant Kim. Kim Jong-un avait déjà négocié dans le passé, en 2018 et depuis lors, même après avec le gouvernement Biden puis avec Trump. Pour revenir en arrière, Trump a montré qu'il voulait s'en discuter directement avec Kim Jong-un, c'est-à-dire avec le régime nord-coréen en retirant le rôle d'intermédiaire de la Corée du Sud qui a vu cela avec méfiance. Donc le scénario actuel est le suivant. La Corée du Nord a discuté directement avec les États-Unis sans utiliser la Corée du Sud comme intermédiaire et a réduit sa dépendance en grande partie grâce à son rapprochement avec la Russie. Nous avons donc ici un changement assez étrange qui donne une plus grande longévité au régime nord-coréen qui s'est montré résilient, mais il est clair que la Chine n'apprécie pas cela. En plus du fait que la Russie a déplacé une partie de sa production industrielle militaire vers la Corée du Nord et a également renforcé ses relations économiques avec les Nord-Coréens, elle a en plus signé un traité de défense mutuelle. C'est important. Vous voyez, la Russie n'a pas conclu d'accord de défense mutuelle avec l'Iran, par exemple. Au contraire, les Russes cherchent un équilibre dans la relation entre Israël et l'Iran. L'Iran est un soutien militaire contre la présence américaine au Moyen-Orient. Mais en même temps, les Russes ont une relation très profonde avec Israël, étant donné le nombre de Juifs russes qui vivent en Israël et les énormes investissements que les Israéliens ont en Russie. Mais avec la Corée du Nord, ils ont un accord de défense mutuelle. Autrement dit, si quelqu'un attaque la Corée du Nord, la Russie affirme publiquement qu'elle défendra les Nord-Coréens. En cas de retrait des États-Unis du Moyen-Orient, les Iraniens pourraient devenir une force opposée aux Russes à l'avenir. Personne ne peut garantir le contraire, tant en Asie centrale que dans le Caucase. Mais dans le cas nord-coréen, il n'y a rien qui mette les Nord-Coréens en opposition avec les Russes.
Mais cela peut faire en sorte que les Nord-Coréens deviennent un soutien militaire pour les Russes si, dans un scénario de retrait des États-Unis, Russes et Chinois commencent à avoir des tensions. Beaucoup de gens pensent donc que la relation entre la Russie et la Chine est une alliance basée sur la confiance et une profonde amitié. Mais ce n'est pas le cas. Ces deux pays ont une histoire de plusieurs siècles de méfiance mutuelle, de rivalité, et ils ont failli entrer en guerre à plusieurs reprises. Donc il ne faut pas surestimer le rôle de la relation entre la Russie et la Chine, surtout sans un grand ennemi commun. Cet ennemi, les États-Unis. Si l'éloignement des États-Unis se produit réellement, les Russes et les Chinois vont commencer à se heurter, parce qu'ils ont des domaines de rivalité. Plus précisément la région de l'Asie centrale. Et alors, la Corée du Nord voit d'un bon œil cet équilibre entre Moscou et Pékin. Avec l'intensification de la guerre en Ukraine, les Russes risquent de devenir trop dépendants de la Chine. Nous avons vu cela en 2022 lorsqu'il y a eu cette avalanche de sanctions contre la Russie. Mais les Russes ne sont pas idiots, loin de là. Ils ont commencé à chercher des alternatives pour ne pas dépendre des Chinois. Le premier grand pari de la Russie a été l'Inde. Le deuxième grand pari a été les pays africains. Troisième pari, les pays du Moyen-Orient. Maintenant, il existe un quatrième pari qui pourrait devenir le principal, car il concerne les Nord-Coréens et implique une relation non seulement économique, mais aussi militaire. Et, alors que le Japon parle de remilitarisation, la Corée du Sud commence également à évoquer une petite possibilité d'alliance militaire avec le Japon. Aligné également avec les États-Unis, Pékin considère cette relation entre Moscou et Pyongyang comme un problème sérieux à l'avenir. Si cela se confirme, on peut imaginer un scénario d'alignement. La Russie, la Corée du Nord et la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Il est encore très tôt pour en parler. Après tout, je parle là d'une période de 15 à 20 ans, mais c'est un scénario qui devient de plus en plus réaliste. Mais il y a encore un autre scénario très important que nous pouvons envisager. Après tout, les États-Unis sont de moins en moins intéressés à s'impliquer dans de grands conflits à l'avenir. Mais la Corée du Sud, en plus de cela, comme je l'ai dit, entretient une relation très profonde avec la Chine. Très profonde. Elle est historique, économique, migratoire, vu le nombre de personnes de chaque pays vivant dans l'autre, et plus encore. Je n'hésiterai même pas à imaginer qu'à l'avenir, vers 2035, 2040, 2050, nous puissions voir une alliance entre la Chine et la Corée du Sud contre une alliance entre la Corée du Nord et la Russie. Je ne dis pas que c'est une prophétie, mais c'est aussi plausible. Quoi qu'il en soit, la Corée du Nord, en dialoguant directement avec les États-Unis et en réduisant sa dépendance à l'est de la Chine en se rapprochant de la Russie, s'impose comme un acteur central. Et nous ne pouvons pas oublier la crise démographique qui a été dévastatrice pour la Corée du Sud. La Corée du Nord pourrait, ironiquement et même isolée à l'avenir, réussir à résister assez longtemps pour négocier avec la Corée du Sud dans une situation d'unification favorable, selon les conditions de Pyongyang et non de Séoul. Tout dépendra de la façon dont la crise démographique continuera de frapper ces deux pays, la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui en ce moment est beaucoup plus durement touchée du côté sud-coréen. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Partagez vos avis sur la Corée du Nord en commentaire. Est-ce que, ironiquement, on pourrait voir une Corée du Nord non seulement survivre, mais aussi, à la surprise générale, adopter une position de leader régional ? Tout le monde serait surpris, car même moi je n'y aurais pas cru il y a quelques années. Mais maintenant, qui sait ? Je vais maintenant te parler sérieusement. Aimes-tu la chaîne Journal Geopolitica Mondial ? Si tu apprécies la chaîne Journal Géopolitique Mondial et veux qu'elle continue, deviens membre. Plus de 90% de ses revenus proviennent des membres. Donc, en devenant membre, tu garantis que la chaîne Géopolitique Mondiale continue d'exister. Et en échange, tu auras accès à une série de vidéos exclusives réservées aux membres. Histoire géopolitique de la Chine, histoire géopolitique des États-Unis, géopolitique de l'Empire mongol, et il y a aussi des cours, il y a plein de choses. Et en échange de ce contenu, tu assures encore l'existence de la chaîne. Merci à tous, salutations et à la prochaine vidéo.